vois qu'il y a quelques-uns qui ont commencé déjà à faire leur sieste, donc je vais être bref. Je voudrais juste vous raconter une anecdote parce qu'en 2014, j'ai été reçu par le président syrien, Bachar el-Assad. Et puis j'ai rencontré juste après un grand officier syrien. Je lui ai posé la question sur une éventuelle reprise des relations entre la France et la Syrie. Et il m'a dit texto, en 2014, il y a les 3 services de renseignement français sont déjà là. Ils nous demandent de renouer leurs relations. Ils veulent collaborer avec nous contre le terrorisme et tout cela. Donc moi j'ai refusé. J'ai dit, si vous voulez une relation, qu'elle soit plutôt diplomatique que sous la table ou dans les coulisses. Ça s'est passé en 2014, donc la situation en Syrie était tellement fragile. Et je pense qu'aujourd'hui, il a une autre vision des choses, Bachar el-Assad. Deuxième chose, mon ami Majed vient de parler des réfugiés. Un officiel libanais m'a révélé il y a quelques jours seulement que l'Allemagne exerce une pression énorme sur le Liban pour garder une grande partie de réfugiés au Liban. Il paraît que les Occidentaux ne veulent pas que les réfugiés retournent dans leur pays. Je participe à cette importante conférence alors que nous vivons au Liban la même crise que celle que le président Jacques Chirac a contribué à résoudre historiquement avec son homologue syrien Hafez al-Assad, à savoir la crise de l'élection présidentielle au Liban. Malheureusement, et comme d'habitude, la classe politique libanaise, dont une grande partie est corrompue, comme vous le savez, attend que le mot de passe et le mot d'ordre viennent de l'étranger. Mais l'étranger est occupé actuellement par l'orchestration d'une autre guerre. Ce matin, le bain de sang qui a eu lieu entre Palestiniens et Israéliens nous montre à quel point les fameux accords du siècle, chers à l'ancien président et érudit américain Donald Trump, ne font qu'attiser le feu dans la région et qu'il faudrait donc oser démasquer ce chimère de paix et chercher les vraies raisons de toutes les guerres au Proche-Orient. Il faudrait mettre à nu l'imposture de l'anticonspirationnisme, comme disait François Belliot. Malheureusement, et comme disait aussi Claude Janvier, qui devait être là, la grande majorité des gens sont hypnotisés et sont devenus des machines à gober la propagande. Combien de Français aujourd'hui savent combien d'enfants meurent en Syrie? Est-ce qu'il faudrait attendre encore 10 ans pour avoir un autre John Ziegler, le rapporteur des Nations Unies, pour nous raconter qu'il y a eu au moins un demi-million de morts à cause des sanctions? Faisons le parallèle entre la Palestine, l'Ukraine, la Syrie, l'Irak et la guerre sanglante du Liban des années 80. Vous serez sûrement choqués par la ressemblance frappante. Que fait la France dans toutes ces guerres pour protéger ses intérêts d'abord et œuvrer pour la paix et jouer un rôle de médiateur? Revenons un petit peu aux relations syro-françaises maintenant, afin de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Je vais être vraiment bref. Le président Chirac lui-même a révélé dans ses mémoires que, je cite, Hafez al-Assad avait tenu à me consulter en décembre 1998 sur la désignation du prochain président libanais. Il m'avait demandé de lui communiquer 5 noms entre lesquels il ferait son choix. Je glissais parmi eux celui du général Émile Lahout, qui avait alors bonne réputation et fut finalement imposé par Damas, le président libanais, bien évidemment. J'étais, mesdames et messieurs, parmi les journalistes qui ont accompagné le président Chirac à Damas en 1996 et au Proche-Orient. Cela m'a permis de lire une grande partie du verbatim de cette extraordinaire rencontre entre Chirac et Assad, le père, dans lequel le président français proposait à son homologue syrien un rapprochement stratégique à presque tous les niveaux. À tous les niveaux et dans plusieurs domaines, afin, selon lui, selon Chirac, de contrebalancer le soutien américain inconditionnel à Israël. Il l'a dit texto. Soutien alimenté sûrement par les néoconservateurs américains depuis des décennies, d'après le livre de notre cher ambassadeur et ami, M. Michel Rimbaud, qui a bien expliqué cette question.
L'ancien président syrien Hafez al-Assad, dont le pays a été en confrontation ouverte avec la France dans les années 80, au point que Paris le soupçonnait d'avoir assassiné l'ambassadeur de France à Beyrouth, M. Louis Delamarre, le 4 septembre 1981, a déroulé le tapis rouge pour Chirac, que la presse syrienne a décrit comme l'un des meilleurs amis des Arabes. Je ne vais pas m'attarder sur cette visite, mais il est important de rappeler que l'ancien maître de Damas jouait alors une carte géopolitique d'une grande importance. Il œuvrait pour un soutien inconditionnel de la France dans la partie de bras de fer qu'il opposait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En échange, le même Netanyahou qu'aujourd'hui, en échange de son appui à un rôle de coparrainage des Européens dans le processus de paix réclamé haut et fort par Chirac. Rappelons-nous que c'est grâce à la collaboration entre Assad, le père, et Jacques Chirac en 1996 que la France a pu pour la première fois intégrer les accords d'avril, donc le processus de paix, entre le Liban et Israël suite à l'attaque meurtrière menée par l'armée israélienne contre le Hezbollah et qui a causé la mort de plusieurs centaines de Libanais, dont 120 civils, réfugiés à l'époque dans le quartier général des Casques Bleus des Nations Unies. En juin 2000, Chirac a été le seul chef d'État occidental présent à Damas pour assister aux obsèques d'Hafez al-Assad. Décision, selon lui, selon le président français, inspirée avant tout par le souci de préserver avec la Syrie une entente que j'espérais profitable à la cause de la paix au Proche-Orient comme à l'émancipation du Liban. Après la disparition du père de l'échiquier géopolitique régional et international, le fils Bachar fut adopté par Chirac. Le terme adopté ou adoption n'est pas exagéré. Le président français lui-même raconte dans ses mémoires que Hafez al-Assad lui a dit, je cite, « Bachar est comme ton fils, tu devras donc le traiter comme tel ». Le président syrien était manifestement soucieux de doter son successeur désigné, encore très inexpérimenté, d'une sorte de tuteur. Lors de sa visite officielle à Paris l'année suivante, Bachar al-Assad avait confié à son hôte, je cite, « Vous savez que mon père, c'est Bachar qui parle, vous savez que mon père considérait que je devais être comme votre fils après sa disparition. Je souhaite donc que nous ayons des liens de cette nature. » Mais ces bonnes dispositions n'ont pas duré très longtemps. Il est assez vite apparu que la France ne pouvait pas tenir tête à George W. Bush, comme il a été dit maintenant par plusieurs intervenants, après la position française honorable contre l'invasion criminelle et illégale de l'Irak. Et que la relation qui s'est tissée entre Chirac et le Premier ministre libanais Rafik Hariri avait compliqué davantage celle entre la France et la Syrie de Bachar al-Assad. Bien que le président Nicolas Sarkozy ait essayé de rétablir une sorte de confiance entre les deux pays après avoir succédé à Chirac, les raisons de la rupture inévitable demeurent les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac est cité dans mon livre, le verbatim en fait de cette rencontre, parce que Sarkozy à l'époque voulait demander à Bachar al-Assad de l'aider à faire sortir les produits chimiques iraniens de l'Iran vers l'Occident. En fait, ça a été ça, le but de sa visite. En effet, sous le prétexte d'être excédé par la prolongation du mandat d'Émile Laoud, le président libanais à l'époque, Paris proposera le draft de la résolution 1559. Et ça, c'est un point essentiel et crucial dans la relation entre la France et la Syrie. Du Conseil de sécurité, une résolution qui satisfaisait aussi bien ses intérêts au Liban que la volonté américaine de déstabiliser le régime de Damas et faire face à l'Iran, et bien évidemment à ce qu'on a commencé à appeler l'arc chiite, ou l'axe chiite, ou le croissant chiite. C'est ça le vrai problème, en fait. En d'autres termes, la résolution internationale exigeait le retrait de l'armée syrienne du Liban, le désarmement du Hezbollah et des factions palestiniennes, sujet que le ministre américain des Affaires étrangères, Colin Powell, comme vient de dire ma collègue, avait abordé avec Bachar al-Assad en 2003. Le verbatim aussi de cette rencontre, mot par mot, mot à mot, est cité dans mon livre. C'est ainsi que Chirac dit à George W. Bush, si l'on obtient, écoutez bien, il lui a dit, si l'on obtient le retrait
et une perte de contrôle de la Syrie sur le Liban, le régime syrien s'effondrera de lui-même. Il existe actuellement un arc chiite de l'Iran au Liban, en passant par le Nouvel Irak et la Syrie alaouite. Mais les alaouites sont minoritaires. Dans la Syrie de demain, la démocratie amènera au pouvoir les sunnites, les chrétiens, ce qui enfoncera un coin dans l'arc chiite. C'était ça le but, en fait. Ne cherchons pas d'autre. Que s'est-il passé depuis ce contact et cet accord entre Chirac et George W. Bush? C'est tout le contraire. Assad est toujours au pouvoir. L'opposition a gravement perdu son pari. Et d'ailleurs, lisez le livre, par exemple, de Burhan Ghaliou, qui était le premier opposant qui a présidé le conseil de l'opposition syrienne. Donc lui-même, il a dit qu'on a perdu le pari. Les Occidentaux ont laissé la place à la Russie. Les ambassades arabes se réinstallent à Damas. Le Hezbollah est beaucoup plus fort que jamais. L'arc chiite sous l'égide de l'Iran s'installe aisément dans 4 pays arabes au moins. Le Liban, cher à la France, s'enfonce davantage dans le chaos. La question palestinienne est dans le désespoir total. Et ce qui s'est passé depuis avant-hier le montre. Et maintenant, la Turquie reprend le chemin de Damas, précédée par la Chine, la Russie, l'Inde et la plupart des pays africains et des pays de l'Amérique latine. Presque comme vient de dire notre cher ambassadeur, les 3/4 de la population mondiale ont des liens aujourd'hui avec la Syrie. Les 3/4. Je ne me permets pas de dicter à la diplomatie française sa politique au Proche-Orient, mais je peux faire, avec beaucoup d'autres dans cette région du monde, la région dans laquelle sont nées les 3 grandes religions monothéistes, le constat d'un grand échec de la politique occidentale dans toute la région, pas seulement en Syrie. Peut-on envisager aujourd'hui une politique française différente à l'égard de la Syrie de Bachar el-Assad? La réponse est sans doute difficile et compliquée. Mais existe-t-il d'autres alternatives, à part l'éventuel coup d'État prévu? Peut-on envisager une autre alternative? Je pose les questions suivantes pour mieux comprendre l'enjeu géopolitique de la France au Proche-Orient. Comment la France profitera-t-elle de l'immense chantier de gaz dans la Méditerranée sans une certaine relation avec la Syrie? Ça, c'est la première question, parce que le gaz, maintenant, c'est une demande internationale. Comment pourra-t-elle jouer un rôle au Liban sans l'aval des alliés de la Syrie? Est-ce qu'on rêve que Macron pourrait jouer un rôle au Liban si ce rôle est contre les intérêts de la Syrie? Le Hezbollah va le bloquer tout de suite. Rappelons que la Syrie posséderait les plus grandes réserves de pétrole offshore en Méditerranée avec 2,5 milliards de barils. Total est déjà au Liban. Et bien évidemment, cette compagnie souhaite aller vers Damas plus tard. Par quels moyens peut-on aider les millions de réfugiés syriens à rentrer dans leur pays si on exclut tout dialogue avec l'État syrien, comme vient de dire notre ami Majed? Comment éviter un danger énorme d'infiltration de terroristes en France ou faire face aux éventuelles vagues d'immigrés sans une collaboration avec les services syriens? Pourquoi? Parce que maintenant, avec la réconciliation et l'éventuelle réconciliation entre la Turquie et la Syrie, bien évidemment, il y a beaucoup de réfugiés qui vont quitter la Syrie. Où vont-ils? Où iront-ils plutôt? Comment relancer le processus de paix et éviter une éventuelle guerre entre Israël et ses voisins sans la Syrie, pour ne pas répéter des massacres comme ceux auxquels on assiste depuis quelques jours? S'il s'agit des principes éthiques en évitant tout contact avec le régime syrien, pourquoi la France n'a-t-elle pas coupé ses relations avec l'Iran, considéré alors comme le premier allié de Bachar el-Assad, ou avec la Russie de l'époque? La France est-elle profondément sûre et convaincue, et ça c'est une question cruciale, la France est-elle profondément sûre et convaincue que ses alliés européens, américains ou australiens n'ont pas déjà repris le chemin de Damas afin de profiter de l'immense chantier de la reconstruction? Moi, j'en doute. Et d'ailleurs, j'ai quelques informations là-dessus. Si l'éthique morale dirigeait notre monde, on pourrait sans doute éviter toutes ces questions et passer notre temps à parler des dictateurs dans la région.
et avec qui, il faut le rappeler, les Occidentaux ont entretenu pendant des siècles et des décennies les meilleures relations, et à qui ils ont vendu les armes les plus sophistiquées. Ils ont vendu à des dictateurs dans la région. Mais les intérêts politiques, économiques et sociaux exigent une autre stratégie géopolitique, car ni la France d'aujourd'hui, ni la Syrie de demain, ou avec ou sans Bachar el-Assad, pourront poursuivre le même chemin désastreux de rupture. La France, qui a soutenu un dialogue irano-saoudien en Irak, est appelée aujourd'hui plus que jamais à reprendre le chemin du Proche-Orient sur une base de réconciliation et de dialogue direct. C'est le seul moyen qui pourrait aider à mettre fin à ce qui reste de la guerre syrienne, intégrer une partie de l'opposition dans le régime et préparer le terrain à la reconstruction en collaboration avec les pays du Golfe, l'Irak, l'Égypte et ses partenaires européens. La France pourrait en premier temps relancer le processus indirectement, relancer le processus culturel, archéologique, humanitaire ou religieux aussi. Il existe à présent une opportunité française considérable avec le retrait américain de la région, la guerre d'Ukraine et l'effondrement de l'économie syrienne, pour entamer un vrai processus de dialogue et de réconciliation sous l'égide de la Ligue arabe et de l'Europe, sans parler bien évidemment de la francophonie. Pour cela, il faudrait répondre aux questions suivantes, et j'en termine. La France osera-t-elle aller plus loin sans l'aval des États-Unis? Ça, c'est la première question. La France a-t-elle changé son avis à l'égard de l'arc chiite? Ça, c'est une deuxième question. Bachar el-Assad serait-il prêt à faire les gestes politiques nécessaires envers l'opposition après avoir gagné militairement maintenant? Parce que tout le monde dit, oui, mais qu'il fasse un geste pour qu'on puisse bouger. Serait-il prêt à renouer avec la France, bien qu'il soit plus demandeur maintenant, il considère qu'il a gagné la guerre. Et puis les pays riches du Golfe sont déjà là. Logiquement, je pense, il n'y a pas d'autre alternative. Parlant du monde arabe, je pense qu'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avait raison. Il n'y a pas un seul monde arabe, il y a plusieurs mondes arabes. Mais il faudrait une seule politique arabe. Parce que sans cette politique arabe, la France est perdante et beaucoup des pays arabes perdent aussi. Merci beaucoup.